Bonjour Hugo. Bonjour Alexandre. On est aujourd'hui ici pour parler du PSFP parce que donc tu es l'un des fondateurs de la Première Brique et la Première Brique est en train de passer sous cette nouvelle réglementation qui est le PSFP. Alors je vais commencer par un tout petit rappel. Le PSFP, c'est quoi finalement? C'est un passeport européen donc qui va permettre aux plateformes d'aller au niveau européen faire du crowdfunding si elles le souhaitent, qui est obligatoire à partir de novembre 2023, qui va remplacer les anciens statuts qu'avait cette plateforme, comme l'IFP que la Première Brique possède et le CIP que beaucoup de plateformes possèdent également. Donc aujourd'hui avec Hugo, on va essayer de vous parler des avantages que l'on va pouvoir avoir en tant qu'investisseur, mais aussi pour la plateforme et quelles vont être les obligations de la plateforme autour de ce nouveau statut. Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais dans la vie, même si beaucoup te connaissent ici? Alors, moi j'ai la chance depuis 5 ans maintenant de présider la société La Première Brique que j'ai cofondée avec mon associé. La Première Brique, c'est une société de financement participatif immobilier qui est accessible à partir de 1 euro, avec aujourd'hui un peu plus de 95 millions d'euros financés pour 371 projets et 0% de perte. Voilà, et un taux de rendement de 11%. Très belle prestation. Donc, globalement, j'en ai déjà parlé ici de la Première Brique et c'est une très belle plateforme, notamment pour ceux qui veulent investir avec des petits tickets, parce que vous permettez d'investir dès 1 euro. C'est bien ça. Sans aucun frais, ouais. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment vous êtes régulé, vous, par l'autorité des marchés financiers? Alors, depuis vendredi dernier, nous sommes PSFP, donc prestataire de services de financement participatif, merci beaucoup. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a obtenu un agrément il y a quelques mois, avec quelques conditions suspensives qu'on a levées et qui donc nous permettent aujourd'hui d'avoir cet agrément pleinement. Mmh. Et auparavant, vous étiez IFP, c'est ça? Avant, on était IFP, ouais, intermédiaire en financement participatif. Mmh. Donc pour nous, ça fait un énorme changement, et pour nos utilisateurs aussi, parce que l'IFP, c'est ce qu'on appelait le petit agrément avant, qui avait pas mal de contraintes qu'on a réussi à tirer à notre avantage, notamment le fait d'être accessible jusqu'à 2 000 euros par personne par projet. C'était quelque chose qui finalement était assez intéressant chez nous, parce qu'on est accessible à partir de 1 euro, donc on a vraiment tout type d'investisseurs chez nous, et des personnes avisées comme des personnes un peu moins avisées. Et c'était intéressant de les pousser en quelque sorte à diversifier leur placement à hauteur de 2 000 euros par personne par projet. Vous étiez aussi limité, il me semble, à 1 million d'euros par projet en public. Maintenant, on va être sur 5 millions d'euros maximum par collecte. Alors c'est pas pour ça qu'on fera que des plus gros dossiers, on va conserver notre ADN, qui étaient des dossiers à taille humaine. On aura simplement la possibilité, quand on a des dossiers vraiment solides qui nous sont proposés. Je dis qui nous sont proposés parce qu'il faut savoir qu'on fait aucun démarchage commercial, nous. C'est-à-dire qu'on va pas chercher des projets. Notre force de frappe, je dirais, on la concentre exclusivement sur la qualité qu'on peut sortir. Que ce soit du côté des investisseurs, on fait pas non plus de commercial sur l'acquisition d'investisseurs. Vous verrez jamais de pub La Première Brique sur Google ou sur LinkedIn. On concentre vraiment tous nos efforts sur la qualité des projets qu'on peut proposer. Ok. Et donc du coup, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus de ce nouvel agrément, parce qu'on est quand même là précisément pour le PSFP. Ouais. Quels sont les grandes évolutions du côté, pour vous, les plateformes en tant que prestataire de financement? Alors, je vais essayer de te demander d'avoir une vision un peu plus large que la Première Brique, puisque essayer d'inclure aussi un petit peu tout ce qui était CIP, qui avait une notion de conseil avant, et essayer de me parler un petit peu de changement justement de paradigme entre beaucoup de plateformes et ce que propose aujourd'hui le PSFP. Ok. Alors, les CIP, c'est un dossier que je maîtrise moins bien parce que pour le coup, on n'a pas poussé la réglementation là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Il y a des très très bonnes plateformes qui étaient CIP, qui passent PSFP, qui seront très heureuses d'être à ton micro, je pense. Mais pour une vision globale, les CIP, elles étaient capées à 8 millions d'euros par projet. Elles vont être capées à 5 millions d'euros par projet. C'est un seuil qui s'entend par personne morale ou personne physique. On n'a pas encore vraiment l'éclaircissement là-dessus, donc potentiellement une personne qui crée plusieurs sociétés va pouvoir faire plusieurs fois 5 millions d'euros de collecte. Et ça, c'est sur les 12 mois courants. Donc il n'y a pas encore ces précisions-là de l'AMF, ne s'est pas encore positionné officiellement. Qui ont été posées, mais à ma connaissance, on n'a pas encore de précision sur ce sujet-là.
Ça, c'est un premier point qui est quand même assez important et contraignant pour ce qui va être CIP. Après, il y a toujours des subterfuges. Tu peux créer un fonds qui finalement va collecter et puis va investir de façon éparse et qui finalement est plus réglementé par le système PSFP. Le deuxième point qui va plus nous concerner, nous, c'est qu'on n'a plus la limite des 2 000 € par personne, par projet. Donc ça, c'était le sujet IFP. On n'est plus du coup à 1 million, mais on bascule sur 5 millions. Il y a beaucoup plus de contraintes sur la connaissance de l'investisseur. C'est-à-dire que là où avant, tu avais un questionnaire de connaissances, maintenant tu vas avoir un test de qualification qui va permettre de te dire si tu es averti ou non averti. Et en fonction de si tu es averti ou non averti, tu auras des contraintes qui seront différentes. Si tu as un profil averti, tu vas être en fait assez libre dans tes investissements. Si tu as un profil non averti, on va te faire passer 2 autres tests, un test de connaissance et un simulateur. Et ces 2 tests vont permettre de définir le montant maximum conseillé, et j'insiste sur le conseillé parce que ce ne sera pas une barrière, que tu peux investir par projet. C'est quelque chose qu'on a mis en place du coup avec la refonte de notre plateforme qui est arrivée là dans les jours qui viennent de s'écouler, et qui permet de prévenir un petit peu l'investisseur sur les bons comportements à avoir. Bonne mesure à notre sens parce que ça permet de sécuriser. Je souhaite rebondir sur un point et vraiment insister dessus, parce que j'ai déjà eu des remarques dans la communauté. Le montant qui sera marqué en temps d'investissement maximum pour les utilisateurs non avertis, c'est un conseil selon les règles qui ont été définies par les organismes de régulation, et vous pouvez passer outre. Donc si le montant maximum à investir sur la première brique est de 2 500 € en fonction de votre patrimoine, si vous voulez mettre 3 000 €, c'est pas recommandé, mais vous pourrez le faire tout de même. Il faut quand même le signaler parce que j'ai déjà eu des questions et c'est vraiment très important d'appuyer sur ce point. Effectivement. Vous avez cette liberté. Après, c'est des placements qui sont risqués. Bien sûr. C'est sur la base aussi du simulateur que vous remplissez, simulateur qui n'est pas figé, que vous pouvez refaire si votre situation patrimoniale évolue, et c'est un montant qui est effectivement un vrai conseil. Donc nous on vous conseille de voir en fonction de ce patrimoine, et c'est un risque. De toute façon, il faut garder en tête que le financement participatif immobilier, en règle générale, vous portez votre risque. Donc, nous, on vous apporte juste une grille de lecture qui vous permet de juger au mieux. C'est important de le rappeler, effectivement. L'autre point qui va être intéressant pour une personne qui est non avertie, pour rester sur cette thématique, c'est le délai de rétractation. Aujourd'hui, quand vous signez un contrat, vous signez un investissement sur la première brique ou sur une plateforme en règle générale, vous êtes finalement engagé, il n'y a pas de rétractation possible. Dans la lignée des 14 jours qui sont attribués aux consommateurs après un achat sur Internet, là vous aurez 4 jours après la date de création. Donc dans l'exemple de la première brique, c'est au moment où vous cliquez sur « Je confirme », juste après avoir renseigné votre montant. À partir de ce moment-là, vous aurez 4 jours pleins pour décider de vous rétracter ou de poursuivre votre investissement. Voilà. Ce que ça va changer pour nous très concrètement, c'est que on va être un petit peu plus long dans le décaissement, parce que là où on décaissait chez le porteur de projet le lendemain, là on va devoir attendre 4 jours que le délai de rétractation soit passé. Après on trouve que c'est une bonne mesure aussi, parce que si on part du principe qu'on est vers un investisseur qui est non averti, c'est intéressant de pouvoir avoir le temps de réfléchir pleinement à l'investissement, surtout quand on sait à quelle vitesse partent les investissements sur la première brique. Oui, après vous allez peut-être avoir un phénomène de gens qui vont réserver et pouvoir annuler un petit peu. Ça va être un peu à vous de gérer, les contreparties. Mais je pense que délai de 4 jours, c'est pas trop non plus. C'est pas comme s'ils rajoutaient un délai de 15 jours dans la réglementation qui là pouvait en plus pénaliser les investisseurs, parce que ça fait ce qu'on appelle du cash drag, donc de l'argent qui n'est pas productif pendant cette période-là. Et donc là, le délai de 4 jours, moi, me semble bien adapté si la personne, dans les 4 jours, elle n'a pas
a pas relevé de problème significatif, c'est que ou alors elle se sent pas mal vis-à-vis de son investissement, c'est qu'a priori elle l'accepte plutôt bien. Ouais, d'autant que chez la première brique, on est plutôt sur un délai moyen entre le moment de la collecte et le moment où on décaisse, qui est de l'ordre d'une dizaine de jours. On fait souvent moins, mais en moyenne on est autour d'une dizaine de jours, donc si ce n'est moins d'ailleurs. Donc c'est pas un confort qui est trop fort. J'ajoute une chose, on a un système de groupe chez la première brique. Le passage en groupe, du coup on va pas attendre les 4 jours pour basculer de groupe 2 au groupe 3 les personnes. On va le faire dès le moment où le projet passera en statut clôturé. Donc c'est-à-dire que dès qu'on aura atteint le montant total de la collecte, l'actualisation des groupes se fera. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'une personne qui a eu une opportunité d'investir, qui a réussi à avoir cette chance d'investir, finalement, elle bascule en groupe 3. Et si elle se rétracte après la clôture, elle reste en groupe 3. Là où, à l'inverse, une personne qui a la chance de prendre cette place ne basculera pas en groupe 3 parce que l'actualisation s'est déjà faite. C'est un point un petit peu technique, mais qui est important de préciser parce que je pense que ça va nous amener des questions. Oui, forcément. Ouais. Non, mais pour moi, c'est cohérent. À partir du moment où il y a eu l'intention d'investir, voilà, le système de groupe doit être respecté. Et ça me semble tout à fait cohérent comme décision. Du côté d'autres points que j'ai pu voir, c'est alors je sais pas, vous êtes rarement concerné, il y a d'autres plateformes qui le sont un peu plus, mais c'est la gestion des conflits d'intérêts avec des potentiels actionnariats croisés entre les porteurs de projets et les porteurs de plateformes, parce que vous n'êtes pas a priori, vous n'aviez pas de grande carrière de marchand de biens avant de commencer sur la première brique, mais voilà, comment vous gérez cet aspect-là? Quels sont un petit peu les vérifications qui doivent être faites concrètement? Alors, nous, on s'est fixé une règle très simple, c'est qu'on ne fera jamais financer un projet à la première brique, par la première brique, un projet dans lequel on a une participation, ou en tout cas où on est seul participant. On a un acteur aujourd'hui chez la première brique et la transparence est très importante dans nos valeurs, donc voilà, j'en parle tout de suite. On a un acteur chez la première brique dans lequel on a une société qui a du capital, qui n'est pas la première brique. Donc la première brique n'a pas de participation dans cette société, mais on a une participation dans cette société et c'est la société MN IMO. Ça se retrouve assez facilement sur internet, de toute façon, on n'a rien à cacher. Et l'idée c'est que on va essayer de faire en fonction de... Déjà, la première chose, c'est qu'on le dit dans la plaquette de présentation. On est ultra transparent là-dessus et je pense qu'on va peut-être un peu lever le pied là-dessus parce que voilà, par souci de conflit d'intérêts. Et sur 371 projets financés, c'est le seul. Donc effectivement, c'est pas un sujet majeur chez nous, mais c'est important d'être transparent sur le sujet. Et quelles sont les limites? Je me souviens plus là pour ça. C'est 25% de l'actionnariat. Je l'ai pas en tête. Comme c'est pas un sujet chez nous, je t'avoue que je l'ai pas en tête. Ok, pas de souci. Mais il me semble alors à vérifier, mais que c'est. Je vais mettre un petit commentaire là en dessous, mais que c'est 25%. Faut pas que sur le porteur de projet, il y ait plus de 25% d'actionnariat qui soit membre de la plateforme. Ce qui est cohérent, ça reste une participation minoritaire. Il y a aussi une fonctionnalité qui est en train d'évoluer au niveau, qui évolue beaucoup au niveau des plateformes. C'est en cas de faillite de la première brique. Ce que je ne vous souhaite pas. Qu'est-ce qui se passe en cas de faillite sur une plateforme qui est PSFP? Et quel sera votre partenaire? Parce qu'il y a un partenaire dans le lot. J'imagine que c'est Capsens, mais voilà, quel sera votre partenaire dans ces cas-là? Alors c'est pas Capsens, mais effectivement, on a une garantie extinctive. Donc c'est-à-dire que on a un contrat avec une autre plateforme et si la première brique venait à finalement faire faillite, l'intégralité de notre portefeuille serait gérée par cette autre plateforme. Cette autre plateforme, on l'a sélectionnée parce qu'on trouvait qu'elle faisait du travail de qualité et l'inverse est vrai, c'est nous qui gérerions les dossiers de cette autre plateforme si elle venait à faire faillite. Voilà. Est-ce que tu veux donner le nom ou Non. Ok, pas de nom alors. Parce que finalement, c'est un sujet. Je me suis pas concerté avec cette autre plateforme pour savoir si c'était d'accord pour qu'on donne le nom, et donc je ferai pas la communication pour eux. Pas de souci.
Et d'une part, et puis ensuite la faillite est pas à l'horizon ni pour cette plateforme ni pour nous. Donc faut savoir que la Première Brique, c'est une société qui est rentable depuis le premier exercice et qui a un capital social qui permet d'absorber un petit peu de casse d'une part, et ensuite on est mon associé et moi les seuls actionnaires de cette société à 50-50, et on a donc pas de je dirais de pression aux résultats et au chiffre d'affaires. Donc on n'est pas dans une situation où on va aller chercher des dossiers qui puent un peu pour absolument faire du chiffre et se mettre en difficulté. Donc aujourd'hui, on est très très loin d'être en difficulté, et on n'a pas une démarche qui tend vers une mise en difficulté. J'ai lu également qu'il allait y avoir des process renforcés sur certains aspects, notamment de due diligence. Est-ce que tu as des éléments sur ce point-là? Donc due diligence auprès des porteurs de projets notamment, avec peut-être des nouveaux points à regarder qui sont spécifiés dans la réglementation. Là j'ai vu juste quelques infos, j'ai pas tous les détails. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, nous, on avait déjà une démarche d'audit qui était très structurée. En toute transparence, on a présenté notre démarche d'audit au régulateur, et le régulateur nous a validé le PSFP sur la base de notre démarche d'audit. Donc, les nouveautés, je les connais pas, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un audit approfondi, une récolte des pièces sur les trois aspects que sont le porteur de projet, la société de projet et le projet. Et nous, ce qui a été une nouveauté par contre, c'est que on nous a demandé de prendre un commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes pour analyser vraiment dans le détail aussi bien les procédures de contrôle et toutes les procédures compliance de la société que les comptes sociaux de la société. Donc c'est un très bon point, parce que finalement ça amène encore plus de transparence, et ça nous permet nous de dire qu'on peut clairement montrer patte blanche, et voilà, on n'a rien à cacher, donc c'est un non-sujet pour nous, mais on est content de pouvoir le mettre en place. Il y a aussi un nouveau document qui est à produire maintenant, qui va être le FICI. Est-ce que vous en je sais pas, il me semble que vous produisiez pas de documents avant. Comment ça va se passer pour la Première Brique? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu des informations qu'on retrouve dans ce document? Alors, pour être honnête, je l'ai pas du tout étudié moi ce document. C'est vraiment l'équipe projet qui s'en est occupée. Mais je sais que c'est bon, il est en place chez nous, et il sera produit systématiquement sur toutes les fiches projet. Donc ce sera en annexe de la fiche projet. C'est un document que vous retrouverez dans la présentation du dossier, et ça synthétise des informations clés sur l'investissement. En toute transparence, c'est assez indigeste à lire, mais ça permet d'avoir un élément pour les personnes un peu aguerries, qui synthétise toutes les informations clés du dossier, et c'est une très bonne chose. L'avantage, ça reprend une discussion qu'on avait eue juste avant notre enregistrement, c'est que les investisseurs pourront avoir plus d'informations et vont pouvoir se faire un avis qui est plus poussé sur le projet. Peut-être que dans le document, la présentation synthétique que fait la plateforme, alors je cible pas la Première Brique, mais je sais que par exemple sur Enerfip, ils proposent assez peu de chiffres dans leur description synthétique. On retrouve beaucoup de chiffres sur l'état des sociétés, les comptes des sociétés qui participent dans ce FICI, et ça va permettre aux personnes d'avoir un niveau d'information supérieur pour si vous avez le courage de lire tout le document. Après, en toute franchise, c'est pas si compliqué que ça. Si on scrolle un peu vite, on voit vite les tableaux de chiffres, et on peut peut-être s'intéresser déjà qu'à ceux-ci, et on gagne énormément en information juste en passant rapidement sur le document. Donc moi, j'incite vraiment les gens à toujours à avoir le niveau d'information maximum, et à aller sur ce document quand ils en ont l'occasion, ou quand ils hésitent à investir. C'est vraiment primordial. Est-ce que de votre côté, la gestion de l'accessibilité aux données a évolué par rapport à l'IFP? Donc, je sais que, par exemple, l'accès au taux n'est pas forcément n'est pas public actuellement. Est-ce qu'il va passer public? Est-ce que cette progressivité dans l'apparition
Je parle dans votre page, sur la page projet, quand on n'est pas connecté et quand on est connecté et qu'on a un compte validé, est-ce que vous avez fait évoluer vos process à ce niveau-là? Parce que je sais que l'accessibilité, enfin la progressivité d'accessibilité aux données a évolué un petit peu avec la refonte. Peut-être pas avec la refonte, mais avec le PSFP. En tout cas, il y avait des éléments sur ce point-là. Nous, on va partager aux personnes connectées plus d'informations qu'on en partage aujourd'hui, qu'on en partageait avant la refonte. Finalement, la refonte qu'on a faite, on l'a faite dans le cadre, on a fait une énorme refonte de la plateforme du coup la semaine dernière, et c'était vraiment dans le cadre de la mise en conformité avec l'agrément PSFP. Et le niveau d'information que tu vas avoir sur les projets quand tu n'es pas connecté, effectivement, il sera beaucoup moins important que quand tu es connecté. Et au même titre que quand tu es investisseur dans un dossier, tu vas garder la visibilité aussi bien sur l'historique que sur la plaquette. Donc la plaquette, c'était déjà le cas, mais tu vas garder l'historique du projet directement en ligne. Donc ça, c'est une demande qui nous était faite par notre communauté. Et cette refonte, on l'a vraiment pensé comme, ok, on a la demande du régulateur, on va prendre en compte vraiment tous ces besoins pour faire quelque chose qui soit en pleine conformité. Et puis on a aussi à côté la demande de toute notre communauté. On a 35 000 personnes aujourd'hui qui nous aident à être ce qu'on est. Et en fait, on a récolté un petit peu tout ça, et tout ce qui était vraiment récurrent et qui nous paraissait très pertinent, on l'a utilisé pour proposer une solution qui soit encore plus agréable d'utilisation. Alors là du coup, si je tournais la tête pendant ton explication, c'est pas par manque de politesse, mais j'essaie de regarder un petit peu cette évolution. Et effectivement, là sur votre dernier projet, il y a la partie présentation qui maintenant est grisée, où on voit qu'il y a très clairement, il y a une indication qu'il y a de l'information, mais elle est cachée. Et par contre, il y a le taux qui est affiché maintenant en public. Donc il y a eu une petite évolution qui doit être liée à ces. Mais le taux était déjà affiché en public, parce que justement, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on affichait absolument tout. Et la seule différence qu'il y a maintenant, c'est que quand tu n'es pas connecté, tu n'as plus toutes les infos. Ok. Il me semblait qu'il n'y avait pas le taux, donc autant pour moi. Ok. Et donc là, il y a effectivement maintenant, on n'a plus la présentation un peu plus complète qu'on peut avoir sur les projets. Bon, j'ai hâte de voir aussi un petit peu la nouvelle plaquette, etc., qui va, je pense, nous donner des éléments. Alors la nouvelle plaquette, elle n'arrive pas tout de suite. Elle arrive dans les prochains jours. Okay. Mais elle ne sera pas pour les projets à venir la semaine prochaine notamment. Et je pense qu'il va y avoir, ce qui est normal en fait, parce que les plaquettes qu'on va vous présenter pour la semaine prochaine, c'est des plaquettes qui sont le fruit d'un long travail et qui a été commencé il y a longtemps, donc quand on n'avait pas encore la plaquette. Donc je pense qu'il va y avoir une phase de transition où certains projets vous aurez l'ancienne plaquette, d'autres projets vous aurez la nouvelle plaquette, mais la nouvelle plaquette va être produite assez prochainement. Oui. N'hésitez pas, encore une fois, je passe vraiment le message à ta communauté parce que je sais que vous êtes beaucoup à être sur la première brique. N'hésitez pas à nous faire vos retours, les pistes d'amélioration. Je l'ai dit, la refonte de la plateforme, c'est vraiment le fruit d'une collaboration avec toute notre communauté. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Ouais, c'est important. N'hésitez pas, de manière générale, aux plateformes sur lesquelles vous investissez, si vous voyez qu'il y a une petite donnée qui manque ou une présentation qui peut être améliorée, n'hésitez pas à faire des suggestions. De toute façon, si vous êtes plusieurs à faire les mêmes suggestions, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. Donc les plateformes sont très friandes de retour. N'hésitez pas à en faire, c'est très important. D'ailleurs, j'anticipe des remarques que tu pourrais avoir. On a conscience que la suppression de l'encours sur la nouvelle plateforme, c'est un sujet, et j'ai demandé à mon équipe de dev de travailler là-dessus. Je pense que courant de semaine prochaine, normalement, on devrait mettre en dessous du montant total investi une petite mention dont XXX euros en cours. Ça, c'est effectivement un petit point que je m'étais noté, mais que j'avais oublié de te dire tout à l'heure. Donc effectivement, il y a eu plusieurs remarques. Est-ce que tu peux éventuellement, ce qui peut être intéressant, parce que les gens aiment bien voir, c'est les intérêts projetés éventuellement, ou les intérêts en cours. C'est le genre de petites statistiques dont les investisseurs sont très friands. Alors pour ça, on a ajouté un filtre. Quand tu vas dans mes investissements, que tu descends sur mes prêts, on a ajouté un filtre par date de prochaine échéance, qui te permet finalement de voir les projets qui vont être payés prochainement. Alors c'est toujours du prospectif, c'est-à-dire que c'est sous réserve que tout se passe bien et comme prévu. Bien sûr. Et potentiellement ça peut même être remboursé avant pour certains projets. Mais l'idée c'est que grâce à ça, tu peux voir les prochains projets qui vont être payés, et puis si tu rentres dans l'échéancier, tu vois
le montant des intérêts et tu vois le détail. C'est l'information on a décidé d'afficher parce que elle prête moins à confusion. Le problème qu'on avait dans les intérêts qui sont à venir, qui s'affichaient déjà, c'est que ça prenait beaucoup de place. Et ça permettait pas d'avoir un espace où tu étais une vision assez globale de tous tes projets, ce qui pour nous était plus important. Ça pouvait prêter à confusion. On avait pas mal de retours d'investisseurs qui nous disaient je comprends pas, je devais être remboursé à telle date on m'avait dit que j'allais percevoir parce que finalement c'était écrit en toutes lettres, à telle date je recevrais tel montant, et j'ai rien reçu. Qu'est-ce qui s'est passé, alors même qu'on avait fait partir une newsletter d'information qui disait le contraire. Ouais, alors d'ailleurs, si je me permets un petit retour en direct là, qui est présent sur certaines plateformes, mais pas encore sur la première brique. Je sais que tu en as déjà parlé dans le webinaire que je mettrai en description. C'est moi qui fais le call, tu vois, du coup. On a fait un webinaire dans lequel on parle pas mal de tout ça, on répond à des questions. Voilà, donc aller le voir sur la chaîne de la première brique. Ouais. Et il y avait un petit retour qui était, est-ce que potentiellement on pourrait avoir un onglet actualité dans les projets, parce que finalement on a des retours que par mail et que certaines personnes ne regardent pas leur mail, tout simplement. Et ça peut être intéressant d'avoir vraiment un endroit où c'est centralisé. Ça c'est vraiment quelque chose qui est apprécié, je sais, par la communauté. On va le mettre en place. On est en train de le mettre en place en ce moment même. C'est-à-dire que dans l'onglet documents que vous avez sur la fiche projet, quand vous cliquez sur un projet, donc le parcours classique, c'est que tu vas dans ton espace personnel, tu vas dans mes investissements, ensuite tu vas dans mes prêts, tu descends, enfin finalement tu scrolles jusqu'à tes prêts, et puis tu cliques sur la photo ou sur le nom du projet pour aller voir le projet. Ouais. Et tu vas même avoir un bouton voir l'historique. Et ce bouton voir l'historique, en fait, il te renvoie vers l'onglet documents de la page projet. Et dans cet onglet documents, on va mettre la plaquette de présentation et toutes les newsletters d'information qu'on vous a fait partir. C'est un travail assez long de le faire parce qu'il faut qu'on récupère et qu'on imprime toutes les newsletters d'information qu'on a déjà fait partir. On a compté, ça fait plus de 1800 newsletters d'information. Et qu'on les mette une par une depuis le back-office. Mais on est en train de faire ce travail. L'équipe Relations Investisseurs fait un travail formidable là-dessus. Et ce sera ça va venir au fil de l'eau. Voilà, ils ont ce fil rouge de mettre à jour tout ça. Donc les actualités, vous les aurez directement en ligne. Très bien, c'est noté. Mais par contre, ce qu'on va peut-être ajouter plus tard, c'est ce côté notification, où en fait, dès que tu as une actu sur un projet, tu te connectes et tu as une petite notification sur la vignette projet et tu vois qu'il y a quelque chose à lire. Ça, pour l'instant, on ne l'aura pas. Ouais. Avec une petite page Mes actualités sur le côté, avec toutes les actualités de tous les projets. Là, on est au top. Ok. Est-ce que tu avais d'autres points sur le PSFP que tu souhaitais aborder, que tu avais en tête? Concernant la première brique, on va permettre aux sociétés d'investir. On n'a plus la limite de 2000 €, mais pour anticiper des questions, c'est pas pour autant qu'on va supprimer la limite d'investissement. La limite d'investissement, elle sera simplement variable. Et on a eu la demande de certains de nos investisseurs de dire écoutez, moi les projets à 100 000 €, j'y vais même plus parce qu'en fait on peut plus investir dessus. Mais on va descendre le montant maximum d'investissement sur ces projets-là. On va l'augmenter sur des projets par exemple à 1 million, 1,5 million. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les sociétés pour investir sur tous nos projets à partir de maintenant, d'ores et déjà. On va avoir on garde notre ADN, c'est-à-dire qu'on garde à partir de 1 €, on gardera des projets à taille humaine parce que c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès. C'est des projets que vous comprenez, qui sont assez faciles à analyser. On insiste en permanence sur le fait que chacun doit se faire son propre avis, qu'il y a des personnes comme Alexandre qui font un excellent travail d'analyse, mais qui a aussi ses biais. Au même titre que nous, dans notre analyse, alors on passe une semaine à peu près à analyser un dossier, donc on a moins de biais et puis on a beaucoup plus de documents, mais on a surtout beaucoup plus de documents. Oui. Voilà, on a surtout beaucoup plus de documents, mais on a des stats qui parlent pour nous sur la qualité des audits qu'on peut faire. Pour autant, on n'est pas exempt de passer à côté de quelque chose. Donc il ne faut pas hésiter à se faire son propre avis et à bien lire les plaquettes de présentation. Et l'officie, quand il sera présent. On est là pour répondre à vos questions, ouais, exactement. Et pas hésiter Alexandre est aussi là contacter pour répondre à vos questions d'ailleurs.
t'inquiète pas, il se gêne vraiment pas là-dessus. J'en ai un paquet à chaque projet, donc c'est effectivement mais même sans me les poser à moi, aller échanger dans les différentes communautés d'investisseurs, dans la mienne de préférence, hein, mais sur laquelle vous pouvez échanger entre vous et éventuellement, si vous comprenez pas un point, poser une question. C'est très important avant d'investir de bien comprendre dans quoi on investit. Donc faites le travail de l'analyse vous-même. Hugo le dit, mais je le dis également, et j'arrêterai pas de vous le répéter tant que 100% des gens ne feront pas leur propre analyse. Je n'arrêterai donc jamais de le dire. Voilà. Mais c'est normal. C'est ce qu'on disait avant l'enregistrement, c'est qu'on peut comprendre qu'on a un réflexe naturel à la facilité. Et la facilité, c'est de se dire, la première brique a analysé le dossier, Alexandre a analysé le dossier, les deux ont analysé le dossier, peu importe. C'est bon, ils disent que c'est bon, j'y vais, ils disent que c'est pas bon, j'y vais pas. Mais en fait, c'est votre risque, c'est votre argent. Donc, vous pouvez on peut passer à côté de certaines choses. On fait tout ce qu'il faut pour pas le faire, et si aujourd'hui on a 0% de perte, c'est aussi parce qu'on fait un bon travail, mais faites-vous votre avis, je ne cesserai jamais de le répéter. Ouais. Ah ouais, c'est primordial. C'est vraiment la chose la plus importante. Je n'ai jamais investi dans un projet de crowdfunding sans en lire entièrement la plaquette pour personnellement savoir dans quoi je mets mon argent. Ce serait vraiment le cordonnier le plus mal chaussé en plus dans mon cas. Bon voilà, merci Hugo. Je pense qu'on a fait un tour assez complet sur le PSFP, un petit peu sur la première brique aussi. C'était ravi de t'avoir, et puis je te dis à très bientôt. Plaisir partagé. Au revoir.